Monsieur Assoukba, bonjour. Bonjour monsieur, Bonjour. Vous m'entendez bien? parfaitement et vous? Super. Nous pouvons commencer alors. Très bien. Donc, chère audience, nous sommes très heureux aujourd'hui de vous accueillir pour une nouvelle thématique pour notre webinar. Comme à l'habitude, je me présente, je suis Monsieur Aïssa Boudouchiche, Business Development Manager de Novo Job West Afrique. Aujourd'hui, nous accueillons Monsieur Sosten Assogba, directeur des ressources humaines à Oryx Energy, Bénin. Non sans connaître Monsieur Sosten Assogba, qui a une grande expérience dans le domaine des ressources humaines. Il est autant connu autant que DRH, RH, mais aussi spécialiste dans tout ce qui est, on va dire, développement, stratégie, innovation, mais aussi l'employabilité, ainsi que spécialiste dans le domaine du sourcing et des ressources humaines. Donc voilà, je vous laisse aussi, si vous voulez rajouter quelque chose pour vous présenter M. Assogba, et on enchaîne sur notre thématique. Merci monsieur Aïssa. Alors c'est un plaisir pour moi d'être là avec vous aujourd'hui. Alors si je dois parler de moi, c'est un peu compliqué. Je vais peut-être compléter juste quelques mots par Avec rapport à plaisir. ce que tu as dénuméré. Il faut dire qu'aujourd'hui, moi ma conviction c'est que le développement de toute entreprise passe par la mise en place d'une bonne stratégie RH axée sur le bien-être des collaborateurs et évidemment toute chose qui permet à nos équipes d'être motivées et de pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc en soi, ce sont des thématiques qui me parlent beaucoup. Une dernière thématique à laquelle je m'intéresse énormément, c'est évidemment toutes les questions liées à l'employabilité et à l'insertion des jeunes professionnels dont je traite depuis quelques années. Très très bien. D'où mes remerciements. Toute l'équipe NovoJob vous remercie vraiment pour votre sollicitude, mais aussi votre disponibilité à traiter cette thématique avec nous. Donc, sans rappeler nos auditeurs, notre thématique, c'est comment attirer justement les talents dans un marché de plus en plus concurrentiel. Et bien sûr, là, on va essayer de vraiment faire le tour en parlant de types de secteurs, tous les types de secteurs d'activité, mais aussi de tous les types d'entreprises, en passant des plus grandes, des multinationales, et en arrivant jusqu'aux petits et moyennes entreprises, donc les PMI, PM. Donc, si vous permettez, on peut commencer déjà notre présentation, si ce n'est nos questions par rapport aux thématiques. Voilà. Donc, le premier thème abordé sera la stratégie pour attirer des candidats qualifiés en contenu. Donc, voilà. Je ne sais pas si vous voulez souhaiter déjà faire un petit prologue par rapport à ça, monsieur Assogba. Sinon, je passe à ma première question dans ce sens. Ok. Très bien. Vous- J'y vais, je vous pose la question. Oui, vous pouvez Super, aller. super, vous m'entendez. Donc, notre première question qui revient souvent, qui est celle de comment les entreprises peuvent-elles réellement se différencier dans leurs concurrents pour attirer les meilleurs talents? Alors, merci pour la question. Déjà, il faut commencer à dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans un environnement très concurrentiel dans lequel les entreprises se livrent plus ou moins à une guerre liée à l'attraction des talents. Tout à Donc, fait. il faut déjà dire qu'aujourd'hui, toute entreprise qui a envie de se différencier de ses concurrents doit, dans un premier temps, asseoir une expérience candidat exceptionnelle. Expérience candidat exceptionnelle parce que cela va mettre en avant la marque employeur de l'entreprise. Qui parle de marque employeur, l'impact sera d'asseoir l'attractivité des meilleurs talents, ce qui est nécessaire pour la réussite de l'entreprise. Alors, généralement, quand on parle de marque employeur, on voit beaucoup plus le ressenti, l'impression que les parties externes ont de l'entreprise. Ce qui s'oublie souvent, c'est que une marque employeur exposée sur les réseaux sociaux, la culture d'entreprise qui est véhiculée en externe doit être compatible avec ce qui est vécu en interne. Et donc, la première démarche pour pouvoir attirer les meilleurs talents, c'est de s'assurer qu'en interne, nous avons une expérience collaborateur positive, de telle sorte que nos collaborateurs, nos travailleurs deviennent les ambassadeurs directs de la marque. À ce moment-là, oui, on peut commencer à travailler sur la culture de l'entreprise, sur les valeurs que nous allons véhiculer sur nos pages sociales et tout le reste. Et donc, c'est de pouvoir allier le matching entre l'expérience collaborateur, l'expérience candidat et la marque employeur de l'entreprise. Et il faut dire que cette réputation-là, c'est ce qui va rester. Et c'est ce qui fera que
travailleurs, les talents auront envie de rejoindre nos entreprises. Et en dehors du renforcement de la marque employeur, on doit pouvoir diversifier nos canaux de recrutement. Donc, utiliser les réseaux sociaux, participer à des événements, mettre en place des campagnes ciblées pour que ces talents-là qui ont les yeux sur l'entreprise pour pouvoir venir vers elle. Et en dernier ressort, un volet non moins important, c'est de pouvoir personnaliser l'expérience candidat. Et donc, simplifier le processus de recrutement de telle sorte que le, le talent qui veut postuler n'est pas à se fatiguer. Aujourd'hui, il y a des avis de recrutement sur lesquels vous aurez à mettre 30 à 45 minutes pour pouvoir soumissionner. Ça devient fastidieux. Donc, pouvoir rendre le processus de recrutement assez digeste et offrir maintenant en dernier ressort un feedback personnalisé aux candidats que nous avons reçus. En soi, c'est très compliqué lorsque dans un process, nous recevons 20 à 30 candidatures à 30 candidats que nous écoutons, de pouvoir à la fin leur faire un retour personnalisé. Mais ce qui aujourd'hui est beaucoup plus simple, c'est de se dire la dernière shortlist de personnes, donc les 4 ou 5 derniers candidats que nous avons écoutés, nous avons l'obligation quand même d'asseoir cette stratégie-là pour pouvoir leur faire des retours personnalisés sur les raisons pour lesquelles ils n'auraient pas été retenus. Tout à fait. Jumeler nous permet quand même de nous démarquer des autres entreprises, de pouvoir attirer les meilleurs talents vers nous. Très bien. Donc, si nous pouvons faire un résumé de ce que vous venez de nous décrire, le plus important pour une entreprise actuellement, c'est de travailler certainement sur sa marque employeur. On parle de quelque chose de basique. De rajouter à ça le fait d'intégrer ou d'interagir avec ses employés qui vont être certainement les ambassadeurs de cette entreprise. Ils vont être vraiment la clé d'une bonne représentation de ce qui se fait dans cette entreprise et ce qu'elle dégage comme valeur. Et nous finissons par une chose très importante que vous citez et qui est certainement souvent on va dire, dit et relaté par les candidats, c'est d'avoir un retour et une explication sur le fait de ne pas avoir été retenu, surtout quand le candidat a de très très bonnes qualifications envers le poste. J'imagine que tout ça résume un petit peu ce que vous venez de décrire. Vous m'entendez, monsieur? Apparemment, il y a une petite coupure avec monsieur Assogba. Oui, je suis là. Voilà. Super. Nous retrouvons M. Assogba. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu un petit peu le résumé. Oui. Parfaitement, j'ai entendu le résumé qui, pour moi, est vraiment succinct. Quelques petites coupures, on s'excuse. Dis à Estelle de ne plus m'appeler, s'il te plaît. Voilà. Rebonjour, M. Assogba. Bonjour, j'ai perdu la connexion un moment. C'est les aléas du direct, on va dire. Pas de problème. Dites-moi, si vous permettez, je rajouterai au petit résumé que je viens de citer, nous sommes actuellement dans un monde où il y a de plus en plus le fait que la digitalisation prend le pas sur, on va dire, les actes présentiels. Vous avez un petit peu parlé, on va dire, des actions sociaux, on va dire, entreprises, et qui permettent aux candidats d'avoir plus d'informations sur l'entreprise elle-même. Donc, pensez-vous, par exemple, qu'il y ait une méthode précise ou même, on va dire, des ateliers ou autres qui pourraient être quelque chose de plus pour travailler la marque employeur? Est-ce qu'il y a des exemples que vous pourriez nous citer que vous avez utilisé pendant votre expérience pour vraiment travailler dans ce sens et mettre, on va dire, l'employé en tant qu'ambassadeur et vraiment user de son expérience entreprise? Alors oui, aujourd'hui, il y a des projets que moi j'ai essayé de mettre en place dans ce sens-là. Déjà, pouvoir définir l'employeur, le collaborateur comme ambassadeur de l'entreprise. Il s'était agi pour moi dans un premier temps de m'assurer d'avoir ces collaborateurs-là qui vivent la culture de l'entreprise et qui partagent ces valeurs de façon intrinsèque. Ensuite, le jeu auquel nous nous sommes amusés sur les réseaux sociaux a été de donner comme challenge à ces collaborateurs-là, de façon authentique, sans pour autant mentir, de faire de la visibilité ou de faire un zoom sur leur vécu dans l'entreprise. Très bien. Des témoignages. Des témoignages, en fait. Et donc, en fin de compte, on se rend que ces ambassadeurs-là sont des personnes qui attirent vers nous plus de talent que l'entreprise elle-même dans
dans sa stratégie de communication n'en attire parce que celui qui partage l'information et qui témoigne est quelqu'un qui a vécu l'expérience dans l'entreprise de façon authentique. Donc, ça a été un projet que nous avons mis en place qui, au bout du rouleau, nous a permis quand même de renforcer notre vivier. Très bien. Pour pouvoir soumissionner à des postes futurs. Très bien, super. Donc, si vous n'avez pas d'autres arguments à nous rajouter par rapport à cette thématique, qui est celle de la stratégie pour attirer des candidats qualifiés en contenu, si vous permettez, nous passons à notre deuxième étape pour ce webinaire. Donc, la deuxième, c'est, on va parler actuellement, en finalité, du secret pour un recrutement proactif et continuellement efficace. Voilà. Et les deux questions qui reviennent le plus chez les recruteurs, si ce n'est les entrepreneurs, c'est comment on peut expliquer et construire vraiment un vivier de talents et quelles sont les meilleures pratiques pour le maintenir à jour. Voilà. Alors, aujourd'hui, il y a de bonnes pratiques qui se développent de plus en plus en matière de développement de bases de données de talents et qui incluent des stratégies proactives de sourcing et d'attraction. Donc, il y a à établir une relation avec les potentiels candidats par la création d'expériences positives pour les candidats non retenus, l'exploitation de la technologie pour l'engagement et l'automatisation des candidats. Alors, donc, dans un premier temps, c'est de pouvoir constituer une base de données de candidats. Aujourd'hui, nous recevons des candidatures dans les entreprises de façon spontanée. Ces candidatures doivent être classifiées. Et l'expérience a montré que dans nos directions des ressources humaines, nous n'avons pas toujours le temps pour pouvoir traiter ces types de candidatures-là. Alors qu'il est important de mettre en place un système qui nous permette de classer les candidats par profil et par approche cible. Ça nous permet au moment venu, quand il y a un poste à pourvoir, de pouvoir aller puiser dans ce vivier-là dans un premier temps. Et c'est au cas où, dans notre vivier de candidature, nous n'avons pas les profils qu'il faut, que nous pouvons aller maintenant sur le marché. Et donc, il faut également entretenir un lien avec les candidats, donc créer ce canal-là pour leur envoyer des contenus personnalisés, organiser des événements. Comme type d'événement que moi j'ai eu à organiser, c'était la journée de l'emploi pour faire découvrir les métiers aux chercheurs d'emploi, de telle sorte que chaque responsable de département se met en animateur d'atelier pour expliquer aux chercheurs d'emploi les spécificités métiers de l'entreprise et du cœur de métier. Ça permet à ces chercheurs d'emploi-là de pouvoir se positionner autrement, de pouvoir rentrer dans notre base de données de talents sûrs qui pourraient être exploitables au moment venu. Et donc, constituer ce vivier de talents aujourd'hui s'avère très important parce que, en termes de recrutement, le deadline compte beaucoup. Lorsque j'ai un membre de mon équipe qui doit partir dans 3 semaines et qu'il a urgence que je puisse le remplacer, vous conviendrez avec moi que passer par l'étape de l'avis de recrutement, collectionner les CV, faire le tri, ça va prendre long et le deadline va être très, très compliqué. Donc, il est important que ce vivier-là, on puisse le bâtir pour pouvoir être proactif lors des postes à pourvoir. Donc, en résumé, ce qu'on conseille réellement aux RH, c'est la voiture qui connaît ça, mais c'est bien de le rappeler, c'est de leur dire qu'il est bien d'être vraiment dans la prédiction et vraiment essayer de prendre les devants en n'attendant pas qu'il y ait l'urgence de recruter, mais surtout de préparer son vivier, surtout quand on a affaire à des profils assez spécifiques et peut-être même rares. C'est bien de savoir dans sa région, dans son secteur, si ce n'est dans son domaine, qui sont les profils déjà présents et qu'on pourrait démarcher, si ce n'est auquel on pourrait proposer des postes ou comment bien les attirer. Donc, il est bien, en plus de faire son annonce, d'avoir déjà son vivier et de proposer, on va dire, une base de données qui soit déjà qualifiable et qualifiée. Et dans ce sens, justement, nous, une des choses, je me permets d'ajouter ça, c'est qu'en tant que plateforme de recrutement, nous proposons à nos partenaires la possibilité d'avoir accès à une base de données CV de personnes déjà inscrites sur tout l'Ouest Afrique qui leur permettra rapidement d'avoir des candidatures, on va dire, présentes et plausibles à être retenues. Voilà. Donc, c'est ce que je peux me permettre de rajouter. Pour le reste, si vous avez d'autres arguments par rapport à cette thématique, n'hésitez pas, monsieur. Merci.
Sinon, on passe à notre prochaine thématique. Ok. OK? Donc, on passe à la prochaine. Là, on parle de techniques pour assurer un flux régulier de candidats qualifiés. On a parlé de dynamique pour garder finalité tout ce qui est recrutement proactif et continuel et efficace. Là, on va parler de quelque chose qui suit, quelque chose qui complémente le premier sujet, la deuxième thématique, qui est celle de comment utiliser la bonne technique, si c'est quelles sont les bonnes techniques pour vraiment avoir un flux régulier de candidats qualifiés. Alors, avant même, hein, si tu le permets, avant de passer Bien à sûr. cette Bien thématique, sûr. je voudrais revenir un instant sur la différence que nous devons faire entre un sourceur et le recruteur. Dans Très le bien. sens, dans le recrutement proactif, il s'agit, comme tu l'as dit, d'une stratégie qui vise à trouver et engager les candidats avant même que le besoin ne se fasse sentir. Donc, pour l'entreprise qui doit trouver et engager les candidats, donc engager, pas dans le sens où ils prennent poste dans l'entreprise, mais pouvoir les maintenir, il faut que cette entreprise, en amont, puisse anticiper sur ses besoins. La structure organisationnelle doit être bien designée de telle sorte que on doit savoir que horizon 2026, horizon 2025, quelle doit être la photographie de l'organigramme. À ce moment-là, il va revenir au recruteur d'anticiper et d'aller sourcer sur le marché des candidats qu'il pourrait garder dans sa base de données. Et donc, le sourceur va être celui-là qui chasse les candidats passifs et les transforme en candidats actifs lorsque le recrutement sera nécessaire, alors que le recruteur va être celui qui vient de façon réactionnelle résoudre un recrutement, un besoin qui existe déjà. Et il était important que je fasse euh, cet ajout-là. Et pour finir, c'est de donner un exemple de stratégies qui permettent aussi d'avoir un vivier, c'est de pouvoir aller sur des partenariats avec des écoles et des universités. Aller sur des partenariats avec des écoles et des universités voudra dire que dans notre plan imaginaire de succession ou d'avoir des profils opérationnels tout de suite, on doit pouvoir choisir quelles sont les meilleures universités de la place qui forment dans les métiers que nous avons en interne. Avec ces universités et écoles-là, c'est de pouvoir nouer un partenariat de telle sorte que les meilleurs étudiants puissent avoir un parcours designé au sein de l'entreprise qui peut partir d'un stage pré-emploi, d'un premier contrat, de telle sorte que quand bien même ces ces stagiaires n'auraient pas été retenus à la fin du cursus ou du parcours dans l'entreprise, ils sont quand même des gens qui connaissent déjà la culture de l'entreprise, qui connaissent le mode de fonctionnement et qui vont être des viviers qu'on peut réveiller à tout moment dès que le besoin se fera sentir. Effectivement. Je peux même vous dire que je suis tout à fait d'accord avec vous dans le sens où au jour d'aujourd'hui, M. Angossa, on parle beaucoup plus de finalité on va dire d'une mutation du candidat passif vers le candidat évolutif. De se dire que voilà, telle personne a telle compétence aujourd'hui et on sait que dans 2, 3 ans, si ce n'est 6 mois, elle pourra évoluer vers tel profil ou telle compétence ou si ce n'est acquérir, on va dire, plus d'expertise dans le domaine de compétences lui-même. Voilà. Très bien. Après ça, si vous permettez, on passe, si vous confirmez, on passe à la prochaine thématique. Donc, on revient vers les techniques pour assurer un flux régulier de candidats qualifiés. Je pense que ça rejoint un petit peu beaucoup ce qu'on a déjà usé comme argument sur la première thématique, qui est celle de parler de l'employabilité, celle de parler de la communication d'entreprise, de la marque employeur. Mais j'imagine que, en tant qu'expert, surtout en tant qu'expert dans le domaine des ressources humaines, vous avez certainement plusieurs techniques à développer, à proposer pour qu'il y ait, on va dire, un recrutement, si ce n'est un plan de recrutement assez bien établi et défini. Merci. Alors, comme tu l'as si bien dit, en dehors de tout ce qui est stratégie d'attraction des meilleurs talents du marché, il y a une problématique à laquelle les chercheurs d'emploi font face aujourd'hui, c'est de faire face, c'est d'être en face d'offres de recrutement très compliquées et très complexes. J'en parlais en amont. Aujourd'hui, pour nous assurer un flux régulier de candidatures qualifiées, on doit simplifier le mode de soumission de dossier. Je prends un exemple simple. Lorsque vous avez en face de vous un talent qualifié, donc c'est plus quelqu'un qui est au début de sa carrière, qui a quand même une certaine expertise, vous le mettez devant un avis de recrutement
Et pour postuler, il lui faut 30 à 45 minutes. Il va abandonner tout de suite parce qu'il n'a pas le temps à consacrer pour son CV, pour mettre toutes les informations. Et donc, c'est de pouvoir optimiser sur les offres d'emploi en rédigeant des offres déjà claires, concises et attrayantes. Ensuite, le mode de soumission doit être très, très digeste. Il faudrait qu'aujourd'hui, en 1 minute ou 2 minutes maximum, que le candidat puisse appliquer son CV. C'est important. Ensuite, un deuxième volet également, c'est de pouvoir utiliser des outils de recrutement assez digitaux. Donc, utiliser des ATS, utiliser un peu comme Bamboo et Tcha aujourd'hui qui nous facilite l'automatisation de certaines tâches pour pouvoir gagner en efficacité. Après, c'est de pouvoir asseoir un reporting régulier sur l'analyse des données de recrutement pour identifier les canaux les plus performants. Suivant les canaux les plus performants, l'entreprise pourra réajuster sa stratégie pour pouvoir beaucoup plus amener les candidats à soumissionner de façon volontaire sans que ce soit forcément une fois que l'avis de recrutement est lancé, que nous avons des gens qui viennent dans notre base de données. Très bien. Je me permets dans cette idée-là de vous poser même une question qui me vient en amont, c'est de vous dire, en tant qu'expert RH, pensez-vous que, partie bien sûr d'entreprise et par, on va dire, catégorie, pensez-vous qu'il est bien, finalité, des fois de déléguer ou de soumissionner, on va dire, nos recrutements, ou est-il encore plus stratégique et meilleur d'avoir une équipe RH présente qui fasse vraiment le boulot, qui mâche le boulot en amont? Qui est la stratégie, on va dire, la plus adéquate ou si ce n'est la plus pertinente? Alors, aujourd'hui, nous avons deux possibilités en entreprise. C'est de pouvoir soit confier nos recrutements à des cabinets, ou de pouvoir les gérer en interne avec l'équipe. Il faut dire que sur des positions de management poussé, nous allons avoir deux types d'entreprises. Celles qui tiennent à ce que le collaborateur développe des soft skills qui matchent avec la culture de l'entreprise. Sur ce type d'entreprise, il est très compliqué de pouvoir déléguer, donc de déplacer le recrutement vers un acteur externe. Parce que la stratégie de recrutement qui est déployée met des filtres pour s'assurer que les candidats soient vraiment en phase avec la culture de l'entreprise. Pour moi, et de mon expérience, je pense qu'on peut avoir un matching. Un matching dans le sens où, en amont, l'acteur externe nous facilite la tâche en termes d'optimisation de temps, et donc nous fournit les ressources nécessaires. Et à ce moment-là, l'entreprise entre en ligne avec une shortlist qui est déjà dégagée pour pouvoir optimiser sur le temps, et s'assurer que on a un vivier qui nous permet d'aller sur des candidats vraiment opérationnels. Je donne un exemple tout simple. Aujourd'hui, lorsque nous allons vers la base de données de nouveaux jobs, lorsque nous devons avoir accès à la base de données de nouveaux jobs pour faire des recrutements, ça va beaucoup plus vite que lorsque l'entreprise en elle-même doit aller sourcer, doit aller chercher les candidats. Parce que de tels cabinets, je prends l'exemple de NeuroJob, a pris le temps d'asseoir un vivier qui aujourd'hui mis à la disposition des entreprises permet d'aller beaucoup plus vite. Donc, je pense que ce matching-là permet de gagner du temps et d'avoir les talents que nous désirons vraiment. Très bien. Donc, s'il n'y a pas d'autres arguments ou rajouts sur cette thématique, on passe à la suivante. OK, super. Donc, ce qui nous reste, c'est créer un vivier de talents dynamique et toujours prêt à être actif. Donc, c'est un petit peu, on va dire, l'argument qu'on avait avancé sur la dernière thématique, l'avant-dernière, et on continue, on enchaîne dans la même logique. Comme on voit, tout est intrinsèque, donc tout est en quelque sorte lié et relié. Et sur ce sens-là, je reviens sur les questions qui reviennent le plus, qui sont quelles sont les techniques que vous avez, finalité, vous, pendant toutes ces années d'expérience mises en œuvre pour assurer un flux constant de candidats qualifiés, si ce n'est quels sont vraiment les conseils que vous donnez aux RH
pour vraiment aller optimiser, garder, on va dire, une base de données de candidats qualifiés, surtout dans une période où, comme vous l'avez dit, ça devient de plus en plus concurrentiel, ça devient de plus en plus difficile d'avoir des bons candidats qualifiés et surtout, on va dire, surtout en étant en quelque sorte dans une concurrence qui devient beaucoup plus même internationale que nationale. Merci. Je pense que la réponse à cette question va être plus ou moins, de mon point de vue, un résumé global de tout ce dont nous sommes en train de parler. Parce que dans un premier temps, pour s'assurer d'avoir un flux régulier de candidatures qualifiées, il faut qu'en amont, l'entreprise ait une bonne réputation. Pour moi, c'est la base. Dans mon parcours, j'ai fait face à des recrutements où il s'est agi dès que, en tant que recruteur, j'ai dit au candidat, je suis en train de recruter pour telle entreprise, la réponse a été tout de suite, s'il s'agit de telle entreprise, je ne viens pas vers vous. Ça veut dire que avoir un flux régulier de candidats qualifiés suppose en amont que l'entreprise ait mis les garde-fous pour avoir une bonne réputation sur le marché. La bonne réputation veut dire que en interne, l'expérience collaborateur est bien vécue. En externe, l'expérience candidat se passe parfaitement, donc une expérience candidat positive. Et à ce moment-là, OK, on travaille sur la marque employeur pour que les potentiels candidats aient beaucoup plus de facilité et de fluidité à venir vers nous. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, pour s'assurer du flux régulier des candidats, c'est de simplifier, comme nous l'avons dit, notre mode de soumission. Avoir des offres de recrutement assez digestes. Vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui encore, il y a des avis de recrutement sur lesquels les entreprises demandent d'envoyer les attestations de travail légalisées, le casier judiciaire. En fait, ça alourdit le mode de soumission. Effectivement. Tous ces éléments-là peuvent venir à la dernière étape ou l'avant-dernière étape quand on a la shortlist décisive de 2 ou 3 candidats. Parce que si pour soumissionner à tout ce qui est avis de recrutement, je dois courir faire de la paperasse, légaliser des documents. À un moment donné, le candidat va être fatigué, se dit, bon, c'est très compliqué. Donc, pour un process assez digeste, de mon point de vue, le CV suffit pour commencer. Parce que c'est le CV qui, pour moi, est la présomption de compétence du candidat. Une fois que j'aurai le CV, si le candidat m'intéresse dans la suite du process, je vais lui demander les éléments administratifs dont j'ai besoin pour pouvoir légitimer sa candidature. Et donc, avoir un process de recrutement assez digeste. Et un dernier ressort, c'est de pouvoir mettre à profit les outils de recrutement et également se servir de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, en termes de digitalisation, nous avons besoin, en tout cas dans nos organisations africaines, d'être beaucoup plus, d'actualiser nos stratégies et notre mode de fonctionnement de telle sorte que nous puissions quitter cette phase de sélection de CV manuel, d'analyse de CV manuel qui nous prend du temps. Il y a des recrutements sur lesquels vous avez 200, 300, 400 personnes qui postulent. Est-ce qu'on va demander aux recruteurs de lire 400 CV pour faire une shortlist de 5 ou 6 personnes? Pour être conscient avec nous-mêmes, ça va être très, très fastidieux. À ce moment-là, les entreprises doivent se doter d'outils qui leur permettent de faire les premiers tris pour que le recruteur ou le directeur des ressources humaines puisse avoir le temps maintenant d'aller de façon concrète sur le fond des dossiers et savoir quels sont les CV qui cadrent le plus de la première shortlist, extrait des outils, ce qui match le plus avec l'organisation. Très bien. Justement, il y a une question qui me vient en tête et qui devient de plus en plus sensible et même qui revient le plus, c'est de se dire comment équilibrer réellement l'automatisation et l'humain. Ça veut dire comment on peut vraiment équilibrer entre process digital, outils, mais aussi, on va dire, action humaine et gestion humaine dans le domaine du recrutement, si ce n'est dans le sourcing. Donc, comment on peut être vraiment dans une réflexion d'optimiser ces efforts tout en joignant les deux outils. Ça veut dire certainement l'humain, mais aussi utiliser, on va dire, toute la logistique qu'on a en main. La logistique. Alors, merci pour la question. Ça me fait penser à
à la peur que beaucoup de travailleurs ont eue à l'avènement de l'intelligence artificielle ou dès lors que l'intelligence artificielle est devenue beaucoup plus chose partagée de tous. La question que les gens se sont posées généralement, c'était de savoir est-ce que l'intelligence artificielle n'allait pas remplacer l'homme? Est-ce qu'on ne va pas perdre nos boulots? Est-ce que la machine ne va pas recruter à notre place? Pour moi, c'est plutôt une opportunité que nous ayons l'intelligence artificielle aujourd'hui. J'y vois beaucoup plus un matching. L'intelligence artificielle, je l'aperçois, ou tout ce qui est outils de digitalisation, comme des assistants virtuels. Dans le sens où, dans le processus de recrutement idéal au regard de la digitalisation, c'est d'avoir un premier pan qui est confié à la machine, donc aux outils, et ensuite l'humain prend le relais. Parce que quand on parle je prends le titre directeur des ressources humaines, les ressources vont être gérées en soi, en tant que ressources par la machine, mais c'est le côté humain qui va nous rester. Et donc, la machine va mettre les ressources à notre disposition, donc les CV, la shortlist qu'il faut, et l'humain qui nous reste va être l'élément qui va interagir avec le candidat pour pouvoir vivre ses émotions, parce que lorsque la machine doit faire les entretiens, elle ne doit pas tenir compte de l'émotion. Peut-être que j'ai en face de moi un candidat qui est stressé parce qu'en venant, il a fait un accident. Okay? La machine ne prendra pas en compte ces éléments-là. Mais le recruteur qui a le candidat en face de lui a de quoi analyser, de quoi recadrer le sujet. Est-ce qu'il lui faut une pause avant de reprendre l'entretien? Il le décide. Et donc, j'y vois beaucoup plus un match entre les deux. On doit pouvoir profiter de l'intelligence artificielle et de nos outils pour pouvoir être beaucoup plus proactif dans notre mécanisme de recrutement. Donc, pour finaliser, on peut dire que l'interaction humaine ou l'action humaine reste décisive dans le choix du candidat, même si l'IA mâche tout le travail. Exactement. Exactement. Donc, à ce stade-là, on aura fait le tour de toutes les thématiques proposées. Si vous souhaitez, il nous reste pas moins d'un quart d'heure pour pouvoir répondre à quelques questions de quelques-uns de nos auditeurs. Et je vais commencer par la dernière qui nous a posé une question. C'est Manuela Amani qui nous dit que bonjour. Voilà, j'aimerais avoir votre avis sur les lettres de motivation. Pensez-vous que la demande de lettres de motivation lors d'un recrutement est-elle utile de nos jours? Alors, merci Manuela Amani. Alors, je pense que si on doit être sincère et franc envers nous-mêmes, très peu de recruteurs lisent les lettres de motivation. Je ne sais pas quel est ton avis sur le sujet, Aïssa, mais je pense que très peu de recruteurs lisent les lettres de motivation. En soi, si dans un processus de recrutement, la lettre de motivation est exigée, ok, je l'enverrai. Mais après, quelle est l'utilité de cette lettre? Le recruteur se voit obligé de lire la lettre de motivation lorsque dans l'avis de recrutement, il est dit, par exemple, rédiger une lettre de motivation sur une thématique précise. À ce moment-là, on veut analyser la capacité du candidat, quelle est sa maîtrise des enjeux business, quelle est sa maîtrise de la thématique pour pouvoir opérer le choix. Alors, en tout cas, aujourd'hui, sur des recrutements, moi, je demande de moins en moins les lettres de motivation parce que je n'ai pas le temps pour lire le CV et les lettres de motivation. Si le CV est bon, qui pour moi, c'est une présentation de compétences, une fois qu'on aura le candidat en face de nous, on pourra juger. Par contre, on doit le lire lorsque cette lettre de motivation-là rentre en ligne de compte d'une thématique très, très précise sur laquelle on doit juger le candidat. Certainement. Je suis tout à fait d'accord, je vous rejoins, monsieur. C'est que finalité, la lettre de motivation, si elle a un objectif, un but derrière, notamment pour les profils techniques, par exemple, il faut décrire un schéma, une logique, etc., avec le grand des plaisirs. Mais si ce n'est, vous l'avez si bien décrit tout à l'heure en amont, en disant qu'il faut maintenant de plus en plus simplifier la tâche de candidature pour que le candidat puisse vraiment postuler plus rapidement possible et nous donner l'information pertinente pour que sa candidature soit retenue. Donc, alléger au maximum le dossier du candidat avec un CV qui soit bien présenté, bien résumé, ça suffira largement. Je passe à une autre question rapidement qui est celle de monsieur Charlie Gore qui nous dit que nous sommes dans l'optimisation du temps de traitement des candidatures et partant des délais de recrutement. Toutefois, toutes les propositions de shortlist faites par les logiciels de traitement sont-elles fiables à 100%? Sinon,
Comment être sûr de ne pas passer à côté d'un bon candidat ou un très bon profil? Merci. Alors, je pense que le recrutement n'est pas une science, j'ai envie de dire, exacte. Et donc, on peut passer à côté d'un bon profil. Ce n'est pas exclu. Mais en soi, les outils que nous utilisons doivent être paramétrés et programmés de telle sorte que les erreurs de recrutement, les erreurs en termes de sélection de CV puissent être minimisées au maximum. Il faut que le prompt imposé au système fasse en sorte que les mots-clés nécessaires se retrouvent vraiment. Et après, c'est de pouvoir faire un suivi régulier de notre paramétrage pour s'assurer qu'en temps, il n'y a pas eu un gap. Alors oui, la machine peut avoir de marge d'erreur. Peut laisser passer un candidat qui n'a peut-être pas su bien designer son CV. Parce que lorsque vous envoyez votre CV et que c'est l'intelligence artificielle qui doit faire la sélection, je dis par exemple dans des mots techniques que j'ai travaillé sur le développement de compétences, j'ai travaillé sur l'onboarding, l'offboarding. Ce sont peut-être des mots qui ont été paramétrés dans le système. Exactement. Donc, si moi, en tant que profil qualifié, excellent, sur mon CV, j'ai parlé de politique d'intégration. C'est parfait. La politique d'intégration, l'onboarding, c'est pareil. Mais dans le système, c'est l'onboarding qui a été paramétré. À ce moment-là, mon CV peut passer dans les mailles sans que je ne sois shortlisté. D'où il est important que le candidat rédige son CV qui soit vraiment en adéquation avec la fiche de poste. Il ne s'agit pas de mentir sur son CV. Exactement. Mais c'est de pouvoir s'assurer que les mots techniques, les compétences requises pour le poste sont plus ou moins renseignés sur mon CV. Ensuite, une fois que la machine a fait son premier tri, l'humain intervient. Si la machine fait son tri et que le travail de l'humain lui révèle qu'on peut encore aller chercher, on retourne sur le système, voir est-ce qu'il n'y a pas d'autres CV qui en temps sont restés dans les mailles. Donc, pour résumer, le risque zéro n'existe pas, mais on fait en sorte aujourd'hui de pouvoir minimiser les erreurs de présélection grâce à l'intelligence artificielle et au système digitalisé que nous utilisons. Exactement. D'ailleurs, je rajouterais un fait, c'est que finalité, un recruteur avisé, il est certain que quand il utilise un logiciel ou un algorithme pour la publication des annonces, donc notamment les ATS et les logiciels de sourcing, il peut à tout moment, au fur et à mesure du recrutement, paramétrer et calibrer son annonce sur tout ce qui est critères et exigences, ce qui lui permettra vraiment de retrouver ses bonnes candidatures. Comme on dit, moi j'ai la matière. Ça veut dire que j'ai publié mon annonce, j'ai reçu des candidatures. Comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, on est tout le temps dans une moyenne de 200 à 300 candidats à consulter. Là, je vais pouvoir utiliser les mots-clés, je vais pouvoir recadrer l'annonce en temps réel pour que ça soit encore mieux affiné. Qui plus est, je peux même, et c'est là où je vous rejoins quand vous avez dit que c'est bien de orienter et diriger le candidat, non pas de lui incomber la responsabilité de juste bien remplir son CV, c'est de se dire, voilà, les 3 ou 4 ou 5 informations pertinentes pour ce profil suivant sont les telles. N'hésitez pas à remplir ou à mettre à jour votre, on va dire, profil selon ces critères édités par le recruteur. Ça permettra d'alléger du côté du recruteur, on va dire, la recherche, mais aussi pour le candidat de lui faciliter la tâche de postulation et d'aller directement vers l'essentiel du sujet. Toujours une question de Monsieur Gore. Donc, dans ce cas-là, c'était une question qu'il a posée au début de l'événement. Il disait que voilà, ce que je voudrais savoir, le retour personnalisé est beaucoup plus simple pour un candidat ayant pris part à un entretien. Certes, qu'en est-il de celui qui a apparemment toutes les qualifications requises, mais dont le candidature n'a pas été shortlistée? Merci. Alors, aujourd'hui, nous avons 2 systèmes de feedback que nous mettons en place. Le premier système de feedback qui va être que déjà, lorsque vous soumissionnez, on vous dira si après 2 semaines, vous n'avez pas eu de retour, ça suppose que votre candidature n'a pas été présélectionnée. À ce moment-là, on n'a pas besoin de faire des retours personnalisés. Après 2 semaines, vous n'avez pas le retour, d'accord. Il y a le deuxième qui va être de se dire, après les 2 semaines, bien que
on ne vous est pas écouté en entretien, on vous fera un retour. Donc, le système se chargera de faire un retour Effectivement. partagé à tous les candidats non retenus. Et comme vous l'avez si bien dit, ce qui est important, ce sont les candidats qui sont passés à l'étape des entretiens. Les candidats qui sont passés à l'étape des entretiens, nous avons aujourd'hui la responsabilité de faire des efforts pour pouvoir leur faire des retours. Le retour personnalisé, moi, j'y attache beaucoup de prix parce que ça permet aux chercheurs d'emploi, aux candidats de pouvoir parfaire son profil. Lorsque je finis un entretien, j'estime peut-être que j'ai bien répondu à toutes les questions, que je suis le candidat idéal, mais je n'ai pas été retenu. À ce moment-là, je me pose des questions. Est-ce que c'est parce que ma prétention salariale est hors grille? Est-ce que c'est parce que je ne maîtrise pas l'anglais et qu'il faut être bilingue? Donc, pouvoir faire ces retours-là aux candidats pour qu'ils puissent savoir clairement quels sont les axes sur lesquels il doit travailler pour pouvoir se rendre beaucoup plus employable. Je rajoute même pour cette question que peut-être des fois, bon, on va essayer de dire ça en tant que candidat même. Si on doit se positionner en tant que candidat, je pense que les rôles vont s'inverser un petit peu. Si je sais que j'ai toutes les qualifications pour le profil, à moi de trouver la meilleure façon de séduire le recruteur. Et Exactement. effectivement, si on a le profil technique, cela ne veut pas dire qu'on adhère forcément aux valeurs de l'entreprise. C'est des fois aussi un argument qui revient souvent. Le candidat a toutes les qualités requises sur un plan technique, mais malheureusement, la personnalité ou la mentalité n'adhère pas à la logique et, on va dire, les valeurs de l'entreprise. Donc, c'est des choses qu'il faut prendre en compte pour un candidat pour se positionner et bien se vendre. Nous restons que 5 minutes pour cet événement. Je passe à une dernière question et après, on finalise si vous permettez. Donc, c'est de Monsieur Sangar qui nous pose une question très simple et très ludique. Comment organiser sa base de données candidat pour une agence de recrutement? Quelle est la meilleure façon pour on va dire, des cabinets ou des agences de recrutement d'organiser sa base de données? Alors, Aïssa, je pense que je vais te laisser répondre à cette question. Elle cadre mieux avec toi. Étant justement des cabinets spécialisés dans le recrutement, il est idéal, et vous l'avez finalité dit tout à l'heure, on reste des recruteurs. Si on est des recruteurs et qu'on pallie en quelque sorte les ressources humaines dans le recrutement, il est certain qu'on doit s'armer avec les bons outils. À justement savoir comment bien communiquer selon le partenaire pour qui vous recrutez, savoir comment bien garder le vivier qualifié et dynamique, faire des ateliers, proposer des stages aux candidats et inciter les entreprises à leur ouvrir des postes de stage, faire des ateliers avec les différents RH des entreprises de façon continuelle, être présent sur les salons d'employabilité, être présent dans les écoles de formation pour sensibiliser les candidats et surtout aussi dénicher les futures pépites. C'est quelque chose de très important pour les recruteurs de le faire. Et ça serait bien aussi pour une agence de recrutement, même si on sait que souvent notre, on va dire, poids, ou si ce n'est notre force, est toujours orienté vers la satisfaction du partenaire. Du jour d'aujourd'hui, on est certainement tous conscients que la réelle force et que la réelle pertinence, c'est d'aller essayer de travailler du côté du candidat, essayer vraiment d'aider et d'organiser un petit peu la démarche de candidature. Ça sera un petit peu ma réponse. Voilà. Il nous reste pas moins de 2 minutes. Donc, encore une fois, je vous remercie, Monsieur Assoba. C'était vraiment un réel enrichissement de vous échanger et d'avoir tous vos conseils dans le domaine du recrutement. J'espère qu'on aura réitéré ça très rapidement. Nous invitons nos auditeurs à continuer à poser leurs questions. On pourra leur répondre après en amont, même si l'événement se finira. Et dans d'autres sens, je vous remercie encore une fois. On espère qu'on réitérera ça très rapidement avec d'autres thématiques plus intéressantes et qui plus est avec Monsieur Assoba. Voilà. Merci Aïssa. N'hésitez pas. Ok. N'hésitez pas si vous souhaitez rajouter quelque chose ou autre chose. Non, pour moi, c'est juste un remerciement à l'endroit du cabinet Nouveau Job qui pour moi, depuis quelques années, je pense que depuis l'époque Marius Zébi, on a échangé très longtemps sur des thématiques liées à l'attrait des talents sur le marché africain. Faites un travail en soi magnifique. J'espère juste que les auditeurs aujourd'hui pourraient tirer quelque chose des échanges que nous avons eus pour que, in fine, le taux de chômage, parce que c'est ça, là. Effectivement. Ça, que le chômage, que chacun puisse se positionner dans la carrière qu'il souhaite tout en prenant la peine de définir son plan de carrière, de pouvoir accepter les sacrifices qui vont avec, parce que tout ce dont nous parlons là serait vain si en amont le candidat
ne s'accordent pas à faire des sacrifices pour pouvoir atteindre ces... Exactement. En tout cas, merci et j'espère que très vite, on va se revoir sur d'autres webinaires. Si Dieu le veut, certainement. Donc, on vous Voilà. remercie. Voilà, ce webinaire se clôture. J'espère que ça a été assez fructifieux pour tout le monde. Nous remercions nos auditeurs pour leur présence, leur écoute, mais aussi leurs questions, aussi pertinentes qu'intéressantes. Et encore une fois, merci énormément, Monsieur Assopa. Au plaisir de vous revoir. Plaisir partagé. Bye bye. Salutations. Au Salut. revoir. Au Au revoir. revoir.